Charlie seul. L'affaire fut rapidement évoquée aux dernières informations télévisées de ce mercredi soir, mais les Américains n'eurent droit au récit complet que le lendemain matin au réveil. Le délai avait permis d'agencer tous les éléments disponibles de façon à présenter ce que les habitants des États-Unis semblent réellement demander lorsqu'ils prétendent vouloir des informations. Ils veulent simplement qu'on leur raconte une histoire avec un début, un milieu et une sorte de fin. L'histoire que l'Amérique avala, en même temps que sa tasse de café collective, via Today ou Good Morning America et la CBS Morning News, fut la suivante. Des terroristes avaient attaqué à coups de bombes incendiaires un centre de recherche scientifique top secret à Longmont, en Virginie. Le groupe terroriste n'avait pas encore été positivement identifié, bien que 3 d'entre eux eussent déjà revendiqué l'attentat. Les Japonais rouges, la branche Kadhafi de Septembre Noir et un groupe local qui portait le nom merveilleux de Westermen du Midwest. Malgré l'incertitude planant sur l'origine de l'attaque, les rapports semblaient très clairs en ce qui concernait la façon dont elle avait été perpétrée. Un dénommé John Rainbird, indien, ancien du Vietnam et qui était en réalité un agent double, avait placé les bombes pour le compte de l'organisation terroriste. Il avait été tué accidentellement ou s'était suicidé sur les lieux mêmes de l'explosion, dans une écurie. Une des sources affirmait que Rainbird avait en fait succombé à la chaleur et à la fumée pendant qu'il essayait de faire sortir les chevaux de l'écurie en flammes. Cela donna lieu à l'assaut d'ironie habituel à propos de la cruauté des terroristes, plus préoccupés du sort des animaux que de celui des humains. 20 personnes avaient péri dans la tragédie, 45 autres avaient été blessées, dont 10 gravement. Les rescapés avaient tous été mis au secret par le gouvernement. Telle était l'histoire. Le nom de la boîte n'apparut pratiquement pas. C'était tout à fait satisfaisant. Mis à part un élément qui ne cadrait pas dans le tableau. « Je me moque de l'endroit où elle est », déclara le nouveau dirigeant de la boîte, une femme maintenant, 4 semaines après l'incendie et l'évasion de Charlie. Tout avait baigné dans la confusion la plus noire durant les 10 jours qui avaient suivi, alors que la fillette aurait pu facilement retomber dans le filet de la boîte. Les choses n'étaient pas encore revenues complètement à la normale. Le nouveau dirigeant de la boîte était assis devant un bureau de fortune, le sien ne serait pas livré avant 3 jours. « Et je me moque aussi de ce qu'elle peut faire. C'est une gamine de 8 ans, pas superwoman. Elle ne peut pas rester cachée longtemps. Je veux qu'on la retrouve et qu'on la tue. » Elle s'adressait à un homme d'âge moyen qui ressemblait à un bibliothécaire de province. Il va sans dire qu'il ne l'était pas le moins du monde. Il tapota une pile de fiches d'ordinateur soigneusement alignées sur le bureau du chef. Les dossiers de Cap n'avaient pas survécu à l'incendie, mais la plupart des informations importantes étaient restées stockées dans les mémoires de l'ordinateur. « Où en est-on pour ça ?» demanda l'homme. « Les projets concernant le LO6 ont été ajournés pour une durée indéterminée, » répondit la femme. « Des histoires de politique, évidemment. 11 vieillards, un jeune homme et 3 vieilles dames aux cheveux argentés qui doivent avoir des actions dans une clinique suisse spécialisée dans la glande de chèvre. Tout ce beau monde sut des gonades en pensant à ce qui se produirait si la fille réapparaissait. Je doute fort que les sénateurs du Maine, du Minnesota et de l'Idaho suent des gonades, murmura l'homme qui n'était pas bibliothécaire. Le chef balaya sa réflexion d'un haussement d'épaule. Le LO6 les intéresse, c'est évident. Je dirais que pour le moment l'éclairage est ambré. Elle se mit à jouer avec ses cheveux longs, épais, d'une belle couleur auburn foncé. Ajourner pour une durée illimitée signifie jusqu'à ce que nous leur livrions la fille, avec une étiquette au gros orteil droit. « Je vois, une petite Salomé, » murmura l'homme de l'autre côté du bureau. « Malheureusement, le plateau est encore vide. »« Qu'est-ce que vous racontez » demanda la femme. « Oh, rien, dit-il. On dirait que nous sommes revenus à la case départ. »« Non, pas exactement, » répliqua le chef sombrement. Son père n'est plus là pour veiller sur elle, elle est seule, et je veux qu'on la trouve, et vite. « Et si elle crache le morceau avant qu'on lui mette la main dessus ?» demanda l'homme. Le chef s'appuya contre le dossier du fauteuil de Cap et croisa ses doigts derrière sa nuque. L'homme, qui n'était pas bibliothécaire, apprécia la façon dont son pull se tendait contre ses seins ronds. Cap n'avait jamais été comme ça. « Si elle avait dû parler, ce serait déjà fait, » dit-elle. Elle se pencha à nouveau en avant et tapota le calendrier posé sur le bureau. On est le 15 novembre et toujours rien. Pendant ce temps, nous avons, je crois, pris toutes les précautions raisonnables. Le Times, le Washington Post, le Chicago Tribune, nous surveillons les principaux journaux, et pour le moment, c'est le silence. « Et si elle se décide de s'adresser à un petit canard ?» demanda l'homme. « Au Pundunk Times, plutôt qu'au New York Times, on ne peut pas surveiller tous les organes de presse du pays. »« Ce que vous dites est regrettablement vrai, » acquiesça le chef, « mais rien n'est paru, ce qui signifie qu'elle n'a pas parlé. » « De toute façon, reprit l'homme,
Qui croirait une histoire aussi rocambolesque racontée par une gamine de 8 ans? Si elle déclenche un feu à la fin de son récit, je pense qu'elle pourrait convaincre, répondit la femme. Mais voulez-vous savoir ce que déclare l'ordinateur? Elle sourit et donna une petite tape sur la pile de papier. Il affirme qu'il y a une possibilité de 85% pour que nous puissions ramener son corps devant la commission sans lever le petit doigt, sauf pour l'identifier. Un suicide? Demanda l'homme. Le chef hocha la tête. Cette idée semblait l'enchanter. C'est bien, lâcha l'homme qui n'était pas bibliothécaire, tout en se levant. Pour ma part, je tâcherai de me rappeler que l'ordinateur avait aussi affirmé qu'Andy McGee était presque certainement vidé de son pouvoir. Le sourire s'altéra. Passez une bonne journée, chef, dit l'homme en sortant tranquillement. En ce même jour de novembre, un homme vêtu d'une chemise et d'un pantalon de flanelle, chaussé de hautes bottes vertes, fendait du bois sous un ciel blanc. Par cette douce journée, la perspective de l'hiver paraissait lointaine. La température, agréable, était de 10 degrés. La veste de l'homme, que sa femme l'avait contraint à porter, était accrochée à un piquet de clôture. Derrière lui, entassé contre le flanc d'une vieille grange, se trouvait un amoncellement spectaculaire de potirons oranges, dont certains avaient commencé à pourrir. L'homme posa un nouveau rondin sur le billot, souleva la hache et la laissa retomber. Il y eut un bruit mat, et 2 bûches rebondirent de chaque côté de la souche. Il se baissait pour les ramasser et les jeter avec les autres, quand une voix fit derrière lui. « Vous avez un nouveau billot, mais la marque est toujours là, n'est-ce pas? Elle est toujours là. » Surpris, il se retourna. Ce qu'il vit provoqua chez lui un mouvement de recul involontaire. Il lâcha la hache qui atterrit sur le sol, à l'endroit de la profonde trace noire, de la brûlure indélébile. Tout d'abord, il crut se trouver devant un fantôme, une sorte d'infâme spectre d'enfant qui aurait surgi du cimetière de Dartmouth Crossing, à 6 kilomètres de là. Elle se tenait debout dans l'allée, pâle et sale, et maigre, les yeux creusés et luisants. Sa robe était en lambeaux. Une longue balafre zébrait son bras droit, presque jusqu'au coude. Elle paraissait s'être infectée. Aux pieds, elle portait ce qui avait dû ressembler jadis à des mocassins. Soudain, il la reconnut. La petite fille de l'année dernière. Elle se faisait appeler Roberta et avait un lance-flamme dans la tête. « Bobby » dit-il. « Par la casquette de tous les saints, c'est vraiment toi, Bobby ?»« Oui, elle est toujours là, » répéta-t-elle, comme si elle ne l'avait pas entendu. Il comprit brusquement ce qui faisait briller ses yeux. Elle pleurait. « Mais Bobby, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Et où est ton père ?»« Toujours là, » souffla-t-elle une 3e fois. Puis elle tomba en avant, défaillante. Irv Manders eut à peine le temps de la rattraper. Agenouillé dans la poussière de son arrière-cour, il la prit dans ses bras et cria pour appeler sa femme. Le docteur Offritz arriva au coucher du soleil et resta environ 20 minutes dans la chambre du fond avec la fillette. Irv et Norma Manders, dans la cuisine, contemplaient leur souper sans vraiment y toucher. De temps en temps, Norma jetait à son mari un regard, non pas accusateur, simplement interrogateur. Elle avait les yeux d'une femme luttant contre la tension d'une migraine ou d'une douleur lombaire. La peur était dans la pièce. L'homme, un nommé Tarkington, était arrivé le lendemain du grand feu. Il s'était présenté à l'hôpital où Irv était soigné et leur avait tendu sa carte sur laquelle était inscrit « Whitney Tarkington, affaires gouvernementales ». « Vous devriez sortir d'ici » avait dit Norma. Ses lèvres étaient serrées, blanches, et son regard portait la même souffrance qu'aujourd'hui. Elle avait désigné du doigt le bras de son mari, enveloppé d'épais bandages. On lui avait posé des drains qui occasionnaient des souffrances considérables. Irv racontait qu'il avait traversé la Seconde Guerre mondiale sans cicatrice glorieuse, rien qu'un brûlant accès d'hémorroïdes. Il avait fallu qu'il soit chez lui, à Hastings Glen, pour recevoir une balle. « Vous devriez vraiment sortir » répéta Norma. Mais Irv, qui avait peut-être eu le temps de réfléchir, se contenta de déclarer « Dites ce que vous avez à dire, monsieur Tarkington. » Ce dernier sortit un chèque de 35 000 $, tiré non pas sur un compte gouvernemental, mais sur celui d'une importante compagnie d'assurance, qui n'était cependant pas celle des Manders. « Nous ne voulons pas de votre argent, » lança Norma sèchement, tout en tendant la main vers la sonnette au-dessus du lit de son mari. « Je crois que vous feriez mieux de m'écouter avant de prendre des mesures que vous pourriez regretter, » répondit Tarkington avec calme et politesse. Norma regarda Irv, qui hocha alors la tête. Sa main s'écarta de la sonnette, à regret. Avant de l'ouvrir, Tarkington posa sa mallette sur ses genoux. Il en tira un dossier orné d'une étiquette sur laquelle étaient inscrits les noms Manders et Breedlove. Norma écarquilla les yeux et quelque chose se noua dans son ventre. Breedlove était son nom de jeune fille. Personne n'aime avoir un dossier portant son nom. Il y a quelque chose d'épouvantable dans l'idée qu'on a été épié
que des secrets ont peut-être été découverts. Tarkington parla pendant 3/4 d'heure d'une voix grave, d'un ton posé. De temps en temps, il illustrait son discours de photocopies tirées du dossier. Norma les regardait, la bouche pincée, puis il les passait à Irv. « Nous nous trouvons dans une situation où la sécurité nationale est en jeu, déclara Tarkington cet horrible soir. Vous devez le comprendre. Nous ne prenons aucun plaisir à ce genre de choses, mais le fait est là, vous devez vous montrer raisonnable. Vous ne connaissez pour ainsi dire rien à ces problèmes. Je sais que vous avez essayé de tuer un homme désarmé et sa petite-fille, répondit Irv. Tarkington eut un sourire froid, un sourire réservé à ceux qui prétendent dicter au gouvernement la marche à suivre pour protéger ceux dont ils ont la charge, et il répliqua « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez vu, ni de ce que cela signifie. Mon travail n'est pas de vous convaincre de cela, mais seulement d'essayer de vous persuader de ne pas en parler. Écoutez, tout ceci n'est pas forcément désagréable, le chèque est net d'impôts. Il paiera les réparations de la maison et les frais d'hôpital, tout en vous laissant à la tête d'une somme confortable. Et tout un tas de choses déplaisantes seront évitées. » Des choses déplaisantes, pensa Norma en écoutant le docteur Offeritz s'activer dans la chambre du fond. Elle regardait son dîner refroidir dans son assiette. Après le départ de Tarkington, Irv l'avait regardé. Sa bouche souriait, mais dans ses yeux se lisaient l'écœurement et la peine. Il avait laissé tomber. Mon père disait toujours que quand on participe à un concours de lancer de merde, l'important n'est pas la quantité qu'on lance, mais celle qui reste collée à la main. Tous deux venaient de familles nombreuses. Irv avait 3 frères et 3 sœurs, Norma 4 frères et une sœur. Il y avait des oncles, des nièces, des neveux et des cousins à l'appel, des parents, des grands-parents, des beaux-parents, et comme dans toutes les familles, quelques brebis galeuses. L'un des neveux d'Irv, un garçon nommé Fred Drew, qu'il n'avait rencontré que 3 ou 4 fois, cultivait, d'après les papiers de Tarkington, son carré de marijuana dans la cour de sa maison du Kansas. Un oncle de Norma, entrepreneur de son métier, était englué dans des dettes et les affaires véreuses, quelque part au Texas, sur la côte. Cet homme, Milo Breedlove, avait 7 bouches à nourrir. Un murmure du gouvernement suffirait à détruire son équilibre précaire et à l'acculer à la faillite. Une cousine d'Irv, au second degré, il pensait l'avoir vue une fois, mais ne pouvait se rappeler à quoi elle ressemblait, avait apparemment détourné une petite somme dans la banque où elle avait travaillé 6 ans plus tôt. La banque avait découvert le forfait et décidé de ne pas entamer de poursuite pour s'éviter une mauvaise publicité. La cousine avait restitué l'argent sur une période de 2 ans et faisait à présent d'honnêtes affaires dans son salon de beauté de North Fork, dans le Minnesota. Mais la prescription ne jouait pas encore. Elle pouvait être poursuivie au niveau fédéral et tomber sous le coup d'une des lois ayant trait aux pratiques bancaires. Le FBI possédait un dossier sur le plus jeune frère de Norma, Don. Au milieu des années 60, il s'était trouvé impliqué dans le SDS et aurait même participé à un complot visant à poser une bombe au siège de la Dow Chemical Company à Philadelphie. Les preuves n'étaient pas suffisantes pour tenir devant un jury, et Don lui-même avait dit à Norma que lorsqu'il avait eu vent de ce qui se tramait, il avait quitté le groupe, horrifié. Mais une copie du dossier transmise à l'organisme qui l'employait lui ferait indubitablement perdre son emploi. Dans la petite pièce fermée, la voix ronronnante de Tarkington continuait son énumération. Il avait néanmoins gardé le meilleur pour la fin. Quand les arrière-grands-parents d'Irv avaient quitté la Pologne pour l'Amérique en 1888, ils s'appelaient encore Mandrowski. Ils étaient juifs. Irv lui-même l'était à moitié, bien qu'il n'y eût dans la famille aucune prétention au judaïsme depuis que son grand-père avait épousé une goye, avec laquelle il avait vécu heureux dans l'agnosticisme le plus complet. Le père du fermier avait fait de même, réduisant encore l'apport judaïque, et Irv avait épousé Norma Breedlove, une ancienne méthodiste. Mais il restait des Mandrowski en Pologne, derrière le rideau de fer, et si la CIA le voulait, elle pouvait mettre en branle une série d'événements qui parviendraient à rendre la vie tout à fait impossible à ses parents éloignés qu'Irv n'avait jamais vus. À l'Est, on n'aimait pas les Juifs. Tarkington se tut. Il rangea son dossier, referma sa mallette, la reposa entre ses jambes et les regarda d'un air satisfait, comme un bon élève venant de débiter sa récitation sans la moindre faute. Appuyé contre ses coussins, Irv éprouva soudain une grande fatigue. Tarkington ne le quittait pas des yeux, ce qui ne le gênait pas, mais le regard de Norma, anxieux et interrogateur, était aussi braqué sur lui. « Vous avez encore de la famille au pays ?» pensa Irv. C'était un tel cliché que ça en devenait drôle, mais il ne se sentait pas d'humeur à rire. « Combien de degrés d'éloignement avant que des gens cessent d'être de votre famille ? 4, 6, 8 ? Jésus-Marie-Joseph. Et si nous tenons tête à ce salaud moralisateur et qu'on expédie ces gens en Sibérie, qu'est-ce que je fais ?
Je leur envoie une carte postale expliquant qu'ils travaillent dans une mine de sel parce que j'ai pris en stop un bout de chou et son papa sur la route de Hastings Glen. Jésus-Marie-Joseph. Le docteur Offritz, qui avait presque 80 ans, sortit lentement de la chambre, repoussant ses cheveux blancs d'une main noueuse. Irv et Norma, heureux tous deux d'être tirés du passé, se tournèrent vers lui. « Elle est réveillée, dit le docteur. Elle n'est pas très en forme, votre petite sauvage, mais elle ne court pas non plus de danger. Elle a une égratignure sur le bras qui s'est infectée et une autre dans le dos qu'elle s'est faite, dit-elle, en rampant sous des barbelés pour échapper à un cochon qui était furieux contre elle. » Offritz s'assit à la table de la cuisine en soupirant, sortit un paquet de camels et en alluma une. Il avait fumé toute sa vie et il lui était arrivé de dire à des confrères qu'en ce qui le concernait, le chirurgien général pouvait bien aller se toucher. « Vous voulez manger quelque chose, Karl » demanda Norma. Le médecin regarda leurs assiettes. « Non, mais si j'avais dit oui, vous n'auriez même pas eu à me servir, dit-il sèchement. Devra-t-elle rester alitée longtemps voulut savoir Irv. On devrait l'emmener à Albany, commença Offritz. Il y avait un bol d'olive sur la table et il s'en servit une poignée. En observation, elle a 38,5 de température. C'est l'infection. Je vais vous laisser de la pénicilline et une pommade antibiotique. Ce dont elle a surtout besoin, c'est de manger, de boire et de se reposer. Malnutrition, déshydratation. Il fourra une olive dans sa bouche. Vous avez eu raison de lui donner ce bouillon de poulet, Norma. Elle aurait vomi n'importe quoi d'autre. Rien que des liquides clairs pour elle, demain. Bouillon de bœuf, de poulet et beaucoup d'eau. Et des litres de gin, évidemment. C'est le meilleur des liquides clairs. Il cacta sa plaisanterie favorite, qu'Irv et Norma avaient déjà entendue un certain nombre de fois, et fourra une autre olive dans sa bouche. « Je devrais signaler ça à la police, vous savez. »« Non !» répondirent ensemble Irv et Norma, puis ils se regardèrent, si manifestement surpris que Offritz gloussa à nouveau. « Elle a des ennuis, n'est-ce pas ?» demanda le docteur. Irv paraissait mal à l'aise. Il ouvrit la bouche pour parler, et la referma. « Quelque chose à voir avec vos problèmes de l'année dernière, peut-être » redemanda-t-il. Ce fut au tour de Norma d'ouvrir la bouche, mais avant qu'elle ait pu prononcer un mot, Irv demanda « Je croyais que vous étiez tenu de signaler uniquement les blessures par balle, Karl. »« Oui, c'est ce que dit la loi, » répondit Offritz avec impatience en écrasant sa cigarette. « Mais vous savez qu'en matière de loi, il y a l'esprit tout autant que la lettre, Irv. Je vois une petite fille et vous me dites qu'elle s'appelle Roberta McCauley. Ce que, au passage, je ne crois pas plus que si vous me disiez qu'un porc peut pondre des dollars. Elle prétend s'être ouvert le dos en rampant sous des barbelés, et en y réfléchissant, je trouve curieux que ce genre de choses arrive à quelqu'un qui va voir sa famille, même au prix où elle est sens. Elle dit qu'elle ne se souvient pas de ce qu'elle a fait la semaine dernière, et ça, je la crois. Mais qui est-elle, Irv ?» Norma jeta à son mari un regard effrayé. Irv se renfonça dans son siège, observant le médecin. « Oui, finit-il par dire, elle fait partie de nos ennuis de l'année dernière. C'est pour ça que je vous ai appelé, Karl. Les ennuis, vous en avez vu ici et au pays, et vous savez ce que c'est. Et vous savez aussi que, quelquefois, les lois ne valent que par ceux qui les font appliquer. Si vous parlez de cette fillette, des tas de gens qui ne l'ont pas méritée auront beaucoup d'ennuis. Norma, moi, notre famille, et la petite. Je crois que c'est tout ce que je peux vous révéler. Nous nous connaissons depuis 25 ans, mais à vous de décider. » « Et si je me tais » supputa Offritz en allumant une autre cigarette, « qu'est-ce que vous allez faire ?» Irv et Norma s'entre-regardèrent. Au bout d'un moment, elle secoua légèrement la tête, puis se mit à contempler son assiette. « Je n'en sais rien » laissa tomber Irv d'une voix tranquille. « Vous allez la garder en cage, comme un perroquet » demanda Offritz. « Nous vivons dans une petite ville. Moi, je peux me taire, mais je fais partie de la minorité. Votre femme et vous appartenez à la congrégation, à la fédération agricole. Les gens vont et viennent. Les inspecteurs laitiers vont venir examiner vos vaches. Le contrôleur des impôts va débarquer un beau jour, ce sale petit chauve, pour réévaluer la propriété. Qu'est-ce que vous allez faire? Lui construire une chambre dans la cave? Belle vie pour une gamine. » Norma paraissait de plus en plus perturbée. « Je n'en sais rien, » répéta Irv. « Je crois qu'il faut qu'on y réfléchisse. Je comprends ce que vous voulez dire, mais si vous connaissiez ceux qui l'ont traqué... » Les yeux de Offritz se rétrécirent, mais il ne dit rien. « Je vais y réfléchir, » reprit Irv. « Mais vous vous tairez pour le moment ?» Le médecin fourra les dernières olives dans sa bouche, soupira et se leva en s'appuyant au rebord de la table. « Oui, » commença-t-il. « Son état est stationnaire. La pénicilline assommera les microbes. Mais je me tairai, Irv. Mais vous feriez bien de réfléchir, longtemps et soigneusement, parce qu'une gosse n'est pas un perroquet. »« Non, souffla Norma. Non, bien sûr que non. »
Et cette petite a quelque chose d'étrange, reprit Offritz en ramassant sa sacoche noire. Quelque chose de bigrement étrange. Je n'ai rien vu, je n'ai pas pu mettre le doigt dessus, mais je l'ai senti. Oh oui, approuva Irv. Elle a effectivement quelque chose d'étrange, Karl, et c'est précisément pour ça qu'elle a des ennuis. Il raccompagna le médecin jusqu'à la porte dans la nuit pluvieuse de novembre. Quand le médecin eut fini de l'examiner, de ses vieilles mains noueuses, mais extraordinairement douces, Charlie sombra dans un demi-sommeil fiévreux, non désagréable. Elle entendait leur voix dans l'autre pièce et comprit qu'ils discutaient d'elle. Elle était sûre qu'il ne s'agissait pas de manigance, rien qu'une discussion. Les draps étaient propres et frais. Le poids de l'édredon sur sa poitrine était réconfortant. Elle dérivait. Elle se souvint de la femme qui l'avait traitée de sorcière. Elle se souvint d'être partie. Elle se souvint d'avoir été prise en stop par un camion de hippies qui fumaient tous de l'herbe et buvaient du vin. Il l'avait appelée petite sœur et lui avait demandé où elle allait. Au nord, avait-elle répondu, ce qui avait déclenché un rugissement d'approbation. Ensuite, elle ne se rappelait presque rien jusqu'à hier, jusqu'au sanglier qui l'avait chargée, apparemment dans l'intention de la manger. Comment était-elle arrivée jusqu'à la ferme Manders et pourquoi? S'agissait-il d'une décision consciente ou d'autre chose? Elle n'en savait rien. Elle dérivait. Son sommeil se fit plus profond. Dans son rêve, ils étaient de nouveau tous à Harrison. Elle s'était réveillée en sursaut, le visage baigné de larmes, hurlant de terreur. Sa mère s'était précipitée, ses cheveux auburn étincelant dans la lumière matinale, et elle s'était écriée « Maman, j'ai rêvé que papa et toi étiez morts !» Sa mère lui avait caressé le front de sa main fraîche et avait dit « Chut, Charlie, chut. Le jour se lève maintenant. Ce n'était qu'un rêve idiot. » Cette nuit-là, Irv et Norma dormirent peu. Ils regardèrent une succession de comédies ineptes, puis les nouvelles, puis l'émission Tonight. Tous les quarts d'heure, Norma se levait, sortait du salon pour aller voir Charlie. « Comment va-t-elle » demanda Irv aux alentours d'1h15. « Bien, elle dort » répondit Norma. Irv grogna. « Tu y as réfléchi, Irv » demanda-t-elle. « Nous devons la garder jusqu'à ce qu'elle aille mieux, dit-il. Ensuite, nous lui parlerons. Nous verrons ce qu'est devenu son père. C'est tout ce qu'on peut faire pour le moment. »« Et s'ils reviennent » dit Norma. « Pourquoi reviendraient-ils? Ils nous ont bâillonnés. Ils croient nous avoir fait peur. »« Mais ils nous ont vraiment fait peur, souffla Norma. »« Mais ce n'était pas bien, répliqua Irv. Et tu le sais, cet argent, celui de l'assurance, je ne me suis jamais senti à l'aise par rapport à ça. Et toi non plus. »« Non, répondit-elle. Elle s'agita sur son siège. « Mais ce que dit Offritz est vrai, Irv. Une petite fille doit avoir une famille, aller à l'école, jouer avec des amis. »« Mais tu as vu ce qu'elle a fait l'autre fois, déclara Irv. Cette pyro-chose, tu l'as traitée de monstre. »« Oui, je n'ai pas arrêté de le regretter depuis, dit-elle. Son père, il avait l'air d'un homme tellement bien. Si seulement nous savions où il est à présent. »« Il est mort, répondit une voix derrière eux, et Norma poussa un cri quand elle se retourna et vit Charlie dans l'embrasure de la porte, paraissant encore plus pâle à présent qu'elle était propre. Son front brillait comme une ampoule. Elle flottait dans une des chemises de nuit de flanelle de Norma. « Mon papa est mort, ils l'ont tué, et maintenant je n'ai nulle part où aller. Vous voulez bien m'aider, s'il vous plaît? Je suis désolé, ce n'est pas ma faute. Je leur ai dit que ce n'était pas de ma faute, je leur ai dit, mais la dame m'a répondu que j'étais une sorcière. Elle a dit... » Les larmes se mirent à couler le long de ses joues, et la voix de Charlie se brisa en sanglots incohérents. « Oh, ma chérie, viens ici, dit Norma, et Charlie courut vers elle. Le docteur Offritz revint le lendemain et déclara que l'état de Charlie s'était amélioré. Il repassa 2 jours plus tard et affirma qu'il s'était considérablement amélioré. Il fit une dernière visite à la fin de la semaine et décréta qu'elle était guérie. « Irv, vous avez décidé de ce que vous allez faire » demanda le docteur. Le fermier secoua la tête. Norma alla seule à l'église ce dimanche matin, racontant aux gens qu'Irv avait un début de grippe. Son mari resta à la ferme avec Charlie, qui était encore faible, mais capable à présent de se déplacer dans la maison. La veille, Norma était allée lui acheter des vêtements, non pas à Hastinglen où de telles acquisitions auraient fait jaser, mais à Albany. Irv était assis près du poêle, en train de tailler un morceau de bois, quand Charlie vint le rejoindre. « Vous ne voulez pas savoir » demanda-t-elle. « Vous ne voulez pas savoir ce qui s'est passé quand on a pris votre voiture et qu'on est parti d'ici ?» Il leva les yeux et lui sourit. « Je me dis que tu me raconteras ça quand tu seras prête, Bouchou. » Son visage restait grave, pâle et tendu. « Mais vous n'avez pas peur de moi » demanda Charlie. « Pourquoi je devrais » demanda-t-il. « Vous n'avez pas peur que je vous brûle »
Mais non, bout de chou. Enfin, je ne crois pas. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'es plus une petite fille. Tu n'es peut-être pas encore une grande, ou t'es entre les deux plutôt, mais tu l'es suffisamment. Et une gosse de ton âge, n'importe lequel, pourrait très bien prendre des allumettes et mettre le feu à la maison s'il le voulait. Mais il n'y en a pas beaucoup qui le veulent. Pourquoi ferait-il ça, et pourquoi le ferais-tu? On doit pouvoir confier un couteau de poche ou une boîte d'allumettes à un enfant de ton âge s'il a dessous de jugeote. Alors non, je n'ai pas peur. À ces mots, Charlie se détendit. Une expression de soulagement indescriptible se peignit sur son visage. Je vais vous raconter, déclara-t-elle. Je vais tout vous raconter. Elle commença son récit. Elle parlait toujours quand Norma rentra 1 heure plus tard. La fermière s'arrêta dans l'entrée, écouta, déboutonna lentement son manteau et l'enleva. Elle posa son sac par terre. La voix de Charlie, jeune et pourtant vieille, continuait de résonner, racontant encore et encore jusqu'au bout. Et quand elle eut terminé, les Manders comprirent quelle était la nature de l'enjeu et les proportions énormes qu'il avait prises. L'hiver arriva, sans apporter aucune décision ferme. Irv et Norma recommencèrent à fréquenter l'église, laissant Charlie à la maison avec ordre de ne pas répondre au téléphone et de descendre à la cave si quelqu'un arrivait pendant leur absence. Les paroles de Hirtz, comme un perroquet en cage, hantaient Irv. Il acheta des livres scolaires à Albany et entreprit de faire lui-même la classe à Charlie. Elle comprenait vite, mais Irv n'était pas très doué pour l'enseignement. Norma s'en tirait un peu mieux. Certains soirs, pourtant, alors qu'ils étaient assis tous deux à la table de la cuisine, penchés sur un livre d'histoire ou de géographie, Norma le regardait et ses yeux posaient toujours la même question, celle à laquelle Irv ne pouvait répondre. Le nouvel an passa, puis février, mars, l'anniversaire de Charlie, des cadeaux achetés à Albany, comme un perroquet en cage. Charlie ne paraissait pas en souffrir, et d'une certaine manière, raisonna Irv les nuits où il ne pouvait pas dormir, peut-être était-ce pour elle la meilleure chose au monde, cette période de guérison, de jours s'écoulant lentement au rythme de l'hiver. Mais après, il ne savait pas. Il y eut cette journée d'avril, après 48 heures de pluie ininterrompue, où le petit bois était tellement humide que le fermier n'arrivait pas à allumer le poêle de la cuisine. « Reculez 1 seconde, dit Charlie. Il s'exécuta automatiquement, croyant qu'elle voulait regarder quelque chose devant lui. Il sentit un souffle le frôler à mi-hauteur, un souffle chaud et compact. 1 seconde plus tard, le petit bois brûlait allègrement. Irv dévisagea Charlie, les yeux écarquillés, et constata qu'elle l'observait avec une expression de culpabilité et d'espoir mêlés. « Je vous ai aidé, n'est-ce pas ?» dit-elle d'une voix anxieuse. « Ce n'était pas mal de faire ça. »« Non, pas si tu peux le contrôler, Charlie, » répondit Irv. « Oh, les petits, je les tiens sans problème, » dit-elle. « Seulement, évite de faire ça devant Norma, elle en perdrait sa culotte. » Charlie eut un petit sourire. Irv hésita, puis se lança. « En ce qui me concerne, à chaque fois que tu voudras me donner un coup de main pour allumer ce maudit bois, tu seras la bienvenue. Je n'ai jamais été très douée pour faire du feu. »« D'accord, répondit-elle, et son sourire s'élargit. Je serai prudente. »« Oh, j'en suis sûr, affirma Irv. Durant quelques secondes, il eut la vision de ces hommes sur la véranda, essayant d'éteindre leur chevelure en flammes. Charlie se remit presque complètement, mais elle continuait à avoir des cauchemars, et son appétit restait faible. Elle chipotait, disait Norma Manders. Parfois, elle se réveillait en frissonnant d'un de ses mauvais rêves, éjectée de son sommeil comme un pilote de son appareil. Cela se produisit un soir de la seconde semaine d'avril. Elle dormait profondément. La seconde d'après, elle se retrouva éveillée dans son lit étroit, le corps couvert de sueur. Le cauchemar l'accompagna quelques instants. La sève coulait à présent librement des érables, et Irv l'avait emmenée relever les seaux ce même après-midi. Dans son rêve, il se trouvait dans la forêt. Elle avait entendu un bruit derrière elle et avait aperçu John Rainbird fondant sur eux. Il sautait d'arbre en arbre, à peine visible, son œil unique luisait d'un éclat impitoyable. Il tenait à la main son arme, celle avec laquelle il avait tué son père, et se rapprochait rapidement. Puis la vision disparut. Heureusement, elle oubliait vite ses cauchemars à présent, et ne se réveillait plus en hurlant pour découvrir Irv et Norma qui s'étaient précipités dans sa chambre, effrayés par ses cris. Charlie les entendit ce soir-là parler dans la cuisine. Elle chercha à tâtons la pendule Big Ben sur sa table de chevet et l'approcha de son visage. Il était 10 heures. Elle ne dormait que depuis 1 heure et demie. « Qu'on va faire ?» demandait Norma. Ce n'était pas bien d'écouter aux portes, mais comment s'y prendre autrement? Et puis il parlait d'elle, elle le sentait. « Je n'en sais rien, répondit Irv. « Et tu as réfléchi pour le journal ?» redemanda-t-elle. « Les journaux, pensa Charlie.
Papa voulait tout dire aux journaux. Il croyait qu'alors tout irait bien. Mais lequel demanda Irv. Le Hastings Bugle? Il publierait ça juste à côté des petites annonces et du programme de la semaine aux bijoux. Mais c'est ce que son père avait eu l'intention de faire, dit Norma. Mais Norma, dit-il, je pourrais l'emmener à New York au Times. Mais qu'est-ce qui se passerait si 4 hommes dégainaient leurs armes et se mettaient à tirer dans le hall? Charlie n'en perdait pas une miette à présent. Elle entendit Norma traverser la cuisine, soulever le couvercle de la théière, et sa réponse fut couverte par le bruit de l'eau qui coulait. Irv reprit. Ouais, je pense que ça pourrait très bien arriver, et il y a pire. Je l'adore, tu sais, mais elle pourrait très bien se retrouver contre eux. Et si ça lui échappe, comme ça s'est produit là où il la gardait, il y a près de 8 millions de gens à New York, Norma. Je me sens trop vieux pour prendre un risque pareil. Norma retourna à la table, faisant craquer le vieux plancher de la ferme sous ses pas. Écoute-moi maintenant, Irv. Norma parla lentement, pesant chaque mot. Même une feuille de chou, un hebdomadaire comme le Bugle, est relié au téléscripteur de l'Associated Press. Aujourd'hui, les nouvelles viennent de partout. Il y a seulement 2 ans, un petit journal du sud de la Californie a gagné le prix Pulitzer pour un reportage, et son tirage était inférieur à 1500 exemplaires. Il rit, et Charlie comprit qu'il avait pris la main de Norma. « Ah, tu as étudié le problème, hein » demanda-t-il. « Oui, ce n'est pas une raison pour te moquer de moi, Irv Manders. Il s'agit d'un problème sérieux, très sérieux. Et nous sommes coincés. Combien de temps allons-nous pouvoir la garder ici avant que quelqu'un ne découvre le poteau rose? Rien que cet après-midi, tu l'as emmenée avec toi relever les seaux. Oui, Norma, je ne me moquais pas de toi. Il faut bien que cet enfant sorte de temps en temps. Tu crois que je ne le sais pas reprit-elle. Je ne t'ai pas empêché de le faire, non, mais c'est tout le problème. Un enfant qui grandit a besoin d'exercice et d'air frais. Et il faut ça pour avoir bon appétit. Mais elle chipote, je sais, dit Irv. Oui, elle chipote, et elle est toute palote, reprit-elle. Alors je n'ai rien dit. J'étais contente que tu l'emmènes dehors. Mais qu'est-ce qui se serait passé si Johnny Gordon ou Ray Parks étaient venus aujourd'hui voir ce que tu fabriquais, comme ça leur arrive parfois? Mais chérie, ça ne s'est pas produit. Mais Irv paraissait mal à l'aise. Non, pas cette fois-ci, ni celle d'avant, mais ça ne peut pas durer, Irv. Nous avons déjà eu beaucoup de chance, et tu le sais. Elle traversa à nouveau la cuisine, et Charlie l'entendit verser du thé. Ouais, je le sais très bien, mais... Merci, ma chérie. De rien, répondit-elle, en s'asseyant de nouveau. Il n'y a pas de mais. Tu sais qu'il suffit d'une personne, 2 peut-être. Les gens finiront par l'apprendre, Irv, par découvrir que nous abritons une petite fille. Sans même parler des conséquences de cette vie pour elle, qu'est-ce qui va se passer si eux la découvrent? Dans l'obscurité de la chambre, Charlie en eut la chair de poule. Lentement, Irv répondit. Je comprends ce que tu veux dire, Norma. Nous devons faire quelque chose, je n'arrête pas d'y penser. Un journal local, pas assez de garantie de sécurité. Il faut que tout le monde lise cette histoire si nous voulons que cette petite soit tranquille pour le restant de ses jours. Tout le monde doit savoir qu'elle existe et qu'elle peut faire ces choses. C'est bien ça, non? Norma Manders remua sur sa chaise, mais garda le silence. Irv insista. Nous devons agir correctement pour elle, comme pour nous, parce que nos vies aussi pourraient être en jeu. On m'a déjà tiré dessus une fois, ça c'est réel. Je l'aime comme si c'était ma fille, et toi aussi, je le sais, mais nous devons être réalistes, Norma. Elle pourrait nous faire tuer. Charlie sentit son visage s'empourprer de honte et de frayeur. Non pour elle-même, mais pour eux. Quelle calamité avait-elle attiré sur leur maison? Il n'y a pas que nous ou elle, reprit Irv. Tu te rappelles ce qu'a raconté ce type, ce Tarkington? Les dossiers qu'il nous a montrés. Il y a aussi ton frère et mon neveu, Fred Shelley, et tous ces gens en Pologne, souffla Norma. Oui, peut-être qu'il bluffait pour ça. Je l'espère de toute mon âme. C'est dur de croire que quelqu'un peut être aussi bas. Question bassesse, ils en ont fait déjà beaucoup, dit Norma d'un ton sinistre. En tout cas, nous savons qu'ils iront jusqu'au bout, ces fumiers, dit Irv. Ça va soulever des paquets de merde, une histoire pareille. Tout ce que je voudrais, Norma, c'est remuer la boue pour quelque chose. Tant qu'à faire un mouvement, il faudrait que ce soit le bon. Je ne veux pas m'adresser à un hebdo de campagne. Si ces types font vent de l'histoire, ils l'étoufferont. Ça pourrait très bien se passer comme ça. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Demanda Norma. Ça, reprit Irv d'une voix lasse, c'est ce que j'essaye de déterminer. Un quotidien ou un magazine auquel il ne penserait pas. Il doit être honnête et lu dans tout le pays. Mais par-dessus tout, il faut qu'il n'ait aucun lien avec le gouvernement, ni avec les idées de ce gouvernement. Tu veux dire avec la boîte? Demanda Norma. Oui, c'est exactement ça. Irv but son thé à petites gorgées.
Dans son lit, Charlie écoutait, attendait. Nos vies aussi pourraient être en jeu. On m'a déjà tiré dessus une fois. Je l'aime comme si c'était ma fille, et toi aussi, je le sais. Mais nous devons être réalistes, Norma. Elle pourrait nous faire tuer. Oh non, je vous en prie. Elle pourrait nous faire tuer comme elle a fait tuer sa mère. Non, je vous en prie, ne dites pas ça, pas ça. Comme elle a fait tuer son père. Non, arrêtez, je vous en prie. Les larmes coulèrent sur son petit visage, penché sur le côté, s'accrochant à son oreille, mouillant l'oreiller. Eh bien, on va y réfléchir encore, dit enfin Norma. Il doit y avoir une réponse, Irv, quelque part. Oui, je l'espère, dit-il. En attendant, ajouta-t-elle, il ne nous reste qu'à prier pour que personne ne sache qu'elle est là. Sa voix vibra soudain d'excitation. Irv, peut-être que si nous prenions un avocat. Demain, dit-il. Je suis épuisé là, ce soir, Norma, et personne encore ne sait qu'elle est là. Mais quelqu'un le savait, et la nouvelle avait déjà commencé à se répandre. Jusqu'à près de 70 ans, le docteur Offritz avait couché avec sa gouvernante de toujours, Shirley Mackenzie. Le caractère sexuel de cette relation s'était lentement étiolé. Pour autant que le médecin s'en souvenait, la dernière fois qu'il avait consommé l'acte devait se situer 14 ans plus tôt, et cela avait fait figure d'anomalie. Mais tous deux étaient restés très proches. En fait, avec la disparition de la tension sexuelle et de l'irritabilité qui l'accompagne souvent, leur amitié, de cette variété platonique qu'on rencontre chez les personnes de sexe opposé, au début seulement ou à la fin de la vie, avait pris de la profondeur. Néanmoins, Offritz garda le secret de la pensionnaire des Manders pendant plus de 3 mois. Puis, un soir, en février, après 3 verres de vin avalés pendant que lui et Shirley, qui venait d'avoir 75 ans en janvier, regardaient la télé, il lui raconta toute l'histoire, non sans lui avoir fait jurer de garder le secret. Les secrets, comme Cap aurait parfaitement pu l'expliquer au docteur Offritz, sont encore moins stables que l'uranium 235, et cette stabilité s'amenuise au fur et à mesure qu'ils sont révélés. Shirley se tut pendant près d'1 mois avant de tout dire à sa meilleure amie, Hortense Barclay. Hortense se retint pendant 10 jours avant d'en parler à sa meilleure amie, Christine Traeger. Christine l'annonça à son mari et à ses meilleurs amis, 3 en tout, presque immédiatement. C'est ainsi que la vérité se répand dans la petite ville. La nuit où Irv et Norma eurent cette discussion, un bon nombre d'habitants d'Hastingland savaient qu'ils hébergeaient cette mystérieuse fillette. La curiosité était à son comble. Les langues allaient bon train. La nouvelle finit par atteindre des oreilles hostiles. Un coup de fil fut passé depuis un téléphone équipé d'un brouilleur. Le dernier jour d'avril, les agents de la boîte convergèrent pour la seconde fois sur la ferme Manders. Ils vinrent à l'aube par les champs auréolés d'une brume printanière, pareils à de terrifiants envahisseurs de la planète X dans leurs éclatantes combinaisons ignifugées. Ils étaient appuyés par une unité de la garde nationale, dont les hommes et les cadres n'avaient pas la moindre idée de ce qu'ils venaient faire là, ni des raisons pour lesquelles on leur avait ordonné de se rendre dans la paisible petite ville d'Hastingland, dans l'État de New York. Ils trouvèrent Irv et Norma Manders assis dans leur cuisine, complètement abasourdis, en train de contempler un message. Irv l'avait découvert le matin même, quand il s'était levé à 5 heures pour traire les vaches. Il n'y avait qu'une ligne. « Je crois que je sais quoi faire à présent. Tendresse, Charlie. » Elle avait à nouveau échappé à la boîte, mais quel que soit l'endroit où elle se trouvait, elle était seule. L'unique consolation, c'était que, cette fois, elle n'avait pas beaucoup de chemin à faire. Le bibliothécaire était un jeune barbu de 26 ans, aux cheveux longs. Devant son bureau se tenait une petite fille vêtue d'un jean et d'un chemisier vert. Elle avait à la main un sac d'épicerie en papier brun. Elle était incroyablement maigre aussi, et le jeune homme se demanda avec quoi son père et sa mère la nourrissaient, à supposer qu'il lui ait même donné quelque chose à manger. Il écouta sa question avec respect et attention. Son papa, expliqua-t-elle, lui avait dit que quand on avait une question difficile, on devait aller à la bibliothèque, parce que là-bas, les gens connaissent toutes les réponses. Derrière eux, le grand hall de la bibliothèque municipale de New York bruissait faiblement. Dehors, les lions de pierre montaient leur éternelle garde. Quand elle eut terminé, le bibliothécaire récapitula, énumérant les points principaux en comptant sur ses doigts. Honnête, elle hocha la tête. Grand, c'est-à-dire lu dans tout le pays. Elle acquiesça de nouveau. Pas de lien avec le gouvernement. Elle approuva encore. Et ça t'ennuie si je te demande pourquoi ? Eh bien, Elle hésita. J'ai une histoire à raconter. Le jeune homme réfléchit un long moment. Il parut sur le point de parler, puis leva un doigt et alla consulter un collègue. Il revint auprès de la fillette et lui glissa 2 mots à l'oreille.
Vous pouvez me donner l'adresse, s'il vous plaît ? Il la trouva, l'inscrivit soigneusement sur un carré de papier jaune. Merci, dit la fillette en faisant demi-tour. Écoute, appela le jeune homme, quand as-tu mangé quelque chose pour la dernière fois, petite ? Tu veux 1 ou 2 dollars pour ton déjeuner ? Elle sourit, un sourire incroyablement doux et tendre. Durant quelques secondes, le bibliothécaire fut presque amoureux. J'ai de l'argent, affirma-t-elle en ouvrant le sac pour le lui montrer. Il était rempli de pièces de 25 cents. Avant qu'il ait pu ajouter un mot, lui demander par exemple si elle avait cassé sa tirelire, elle avait disparu. La fillette prit l'ascenseur jusqu'au 16e étage du gratte-ciel. Plusieurs des hommes et des femmes qui se trouvaient dans la cabine avec elle la dévisagèrent avec curiosité. Une petite fille en jean et chemisier vert tenant un sac de papier brun froissé dans une main et un Sunkist à l'orange dans l'autre. Mais cela se passait à New York. L'essence de l'esprit de cette ville est de s'occuper de ses affaires et de ne pas se mêler de celles des autres. Elle sortit de l'ascenseur, déchiffra les panneaux et tourna à gauche. Une double porte vitrée donnait sur un élégant hall de réception au bout du couloir. Sur le verre, au-dessous des 2 mots qu'avait prononcés le bibliothécaire, était inscrite cette devise « All the news that fits ». C'était bien ça, toutes les informations qui collent, le rock, la politique et les grandes magouilles, 2 fois par mois dans votre kiosque. Charlie resta quelques instants devant la porte. « Je suis en train de le faire, papa, » murmura-t-elle, « et j'espère que je le fais bien. » Charlie Maggie ouvrit l'un des battants de verre et pénétra dans les bureaux du Rolling Stone, où le barbu l'avait envoyé. La réceptionniste était une jeune femme aux yeux gris clairs. Elle regarda Charlie en silence pendant de longues secondes, détaillant le sac brun chiffonné, la boisson à l'orange, la minceur de la fillette. Elle n'était pas loin de paraître émaciée, mais elle avait une taille au-dessus de son âge, et son visage semblait illuminé d'une sorte de sérénité. « Elle sera incroyablement belle, » pensa la jeune femme. « Qu'est-ce que je peux faire pour toi, petite sœur » demanda-t-elle en souriant. « Il faut que je voie quelqu'un qui écrit pour votre magazine » déclara Charlie d'une petite voix claire et ferme. « J'ai une histoire à raconter et quelque chose à montrer. »« Comme une leçon de choses à l'école, hein » commenta la réceptionniste. Charlie sourit, de ce même sourire qui avait envoûté le jeune bibliothécaire. « Oh oui, dit-elle, il y a longtemps que j'attends. » Fin de la vidéo et de cette histoire. Si l'écoute vous a plu, pensez à un petit pouce en l'air et tout commentaire sera le bienvenu. N'oubliez pas de vous abonner. Merci.